Donc bonjour à tous, ravi de vous accueillir, aujourd'hui pour un nouveau webinaire, Voodoo sur, donc l'importance des communautés pour, les tiers-lieux. Donc pour rappel, ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay par email d'ici quelques jours. Donc effectivement, si vous ne voulez pas apparaître, à la caméra, coupez votre caméra. Il devrait durer une trentaine de minutes, un petit peu moins sûrement. L'idée est donc de vous partager de l'information et d'échanger entre nous en fin de webinaire. Je vous invite donc à couper vos micros et à les rouvrir en toute fin pour poser vos questions. Entre-temps, vous pouvez utiliser le chat normalement pour poser vos questions, donc auxquelles je répondrai à la fin. Voilà. Donc, quel est le programme du jour? Donc, tout d'abord, nous aborderons la notion du faire communauté, pour bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui et de s'aligner entre nous aussi au niveau du vocabulaire, pour une meilleure compréhension du sujet. Ensuite, nous verrons en quoi la communauté est un des enjeux fondamentaux, une des conditions de la réussite, des tiers-lieux, dans la durée. On abordera juste après quelques grands principes du faire communauté, avec bien évidemment un focus sur le rôle clé de l'animateur de communauté, qu'on appelle aussi dans le jargon le community builder. Et enfin, nous terminerons sur une session d'échange si vous avez des questions, des remarques, des feedbacks à faire à l'issue de ce webinaire. Allez, c'est parti. Donc, les fondamentaux du faire communauté. Pour commencer, je vous propose un peu d'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Et oui, faire communauté remonte à l'origine de l'homme, avec un grand H, bien sûr. Ce fut même le réflexe qui a permis à l'Homo sapiens, en l'occurrence nous tous, de se différencier des autres animaux et de s'épanouir et même conquérir l'environnement hostile dans lequel il vivait, grâce à cette faculté en fait de coopération et d'organisation en clan. Donc, ce qu'il faut retenir, je l'ai illustré par ce livre qui est maintenant aussi une BD, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la coopération a bien été au cœur de notre développement en tant qu'animal social. Alors, c'est bien beau de parler d'histoire, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, aujourd'hui, pourquoi cela reste important, je dirais même encore plus important avec la montée de l'individualisme, c'est que nous restons un animal, social, coopératif, c'est ancré dans nos gènes, dans un monde en transition de plus en plus incertain et complexe. Vous connaissez sans doute l'acronyme VUCA. Eh bien, on s'aperçoit que, dans ce monde incertain et complexe, les écosystèmes sont beaucoup plus résilients. Ils facilitent les mises en relation, ils facilitent le développement de réseaux de confiance, l'entraide, afin de trouver des ressources, des solutions plus rapidement et à moindre coût. Hem et donc, qu'est-ce qu'une communauté? On définit une communauté, c'est tout simplement un groupe d'individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs, une identité commune au sein d'un dispositif dédié. Il faut donc voir la communauté professionnelle comme un écosystème coopératif organisé. Et donc, pour réussir à faire communauté, les communautés ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'une identité forte, d'un objectif clairement définie et partagée, une vision engageante, des valeurs fédératrices. C'est ce qu'on appelle la raison d'être communautaire. Sans raison d'être, il n'y a pas communauté. Heu, Autrement dit, vous ne pourrez pas renforcer la coopération par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. C'est la base avant toute chose et c'est pour ça que, le tout technosolutionnisme, n'est pas une réponse appropriée au faire communauté. Ça va bien au-delà de juste déployer une application mobile de chat ou de partage de documents. Il faut avoir une vision globale, une vision holistique de la chose. Globalement, dans le monde professionnel, on va distinguer 2 types de communautés. Donc vous avez les communautés internes à une organisation, donc qui vont réunir, voilà, des membres, les mêmes employés, des membres, qui ont vraiment une adhésion à une organisation et des communautés externes ou mixtes où là, ça va être, voilà, le regroupement d'un collectif de différentes organisations, donc de différentes personnes qui appartiennent à des organisations, voilà, qui n'ont pas forcément à voir, ensemble. Et donc ces grands types de communautés, on va les distinguer par leur raison d'être. Donc il y a des
multiples raisons d'être très, très différentes, hein. Je vous en ai listé 4 qui sont les plus courantes dans le monde, professionnel. Vous avez par exemple des communautés qui vont être là pour, développer le passage à l'action, hein, maximiser l'impact des actions, menées. Vous en avez d'autres qui vont être là pour favoriser la collaboration entre les parties prenantes. Là, les exemples que je montre, ce sont, des tiers-lieux à vocation économique, hein, le KM0 à Mulhouse et le Maternlab, en Nord-Franche-Comté du côté de Montbéliard. D'autres, ça va être de favoriser le recrutement, que ce soit de clients, de partenaires ou même, d'employés, quand on parle d'une entreprise. Et enfin, d'autres, ça va être sur, accélérer la production, l'échange, la diffusion d'idées ou de connaissances, entre des personnes. Maintenant qu'on s'est bien aligné sur, cette notion de faire communauté, que l'on partage le même vocabulaire, on va pouvoir entrer dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire les liens étroits donc entre cette notion, de communauté et de tiers-lieux. Quand on commence à échanger avec des personnes qui ont étudié en profondeur les tiers-lieux et en France, hein, on a donc, plus de 3 500, tiers-lieux. Donc on commence à avoir une belle matière sur le sujet. On s'aperçoit très vite, qu'elles partagent globalement toutes le même constat. C'est qu'il est très difficile, en fait, d'assurer la pérennité économique, des tiers-lieux. Et quand on cherche à comprendre, hein, quelles sont les principales difficultés qui expliquent cela, bah, il y en a 3 qui en ressortent. La première difficulté, c'est bien évidemment le coût de l'immobilier. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on va être en plein centre-ville, hein, avec un superbe bâtiment très bien décoré, que cela sera suffisant pour se développer. Or, plus le budget, immobilier, déco, est important, plus le budget, du tiers-lieu consacré en fait à son animation, ouais, ouais, voilà, à comment faire vivre le tiers-lieu, eh bien, est limité. La deuxième difficulté, c'est celle de créer un collectif cohérent, fort et motivé pour faire vivre le lieu dans la durée. Et le dans la durée est très important. Pourquoi? Bah, parce qu'on a c'est comme un peu quand on lance une association, hein, on a souvent beaucoup d'énergie, de motivation au début, mais quand les premières difficultés arrivent, quand il faut s'inscrire dans le temps long, bah, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de mobiliser. Et enfin, la 3e difficulté, c'est celle des services proposés au sein et par le tiers-lieu et du modèle, économique qui en découle, qui est parfois un peu trop fragile. Et donc, bah, quelle serait la solution pour, voilà, limiter, ces difficultés, trouver des solutions? Bah, vous l'aurez compris, hein, une des solutions, si ce n'est la solution, c'est de faire communauté. C'est-à-dire, en gros, la gestion, hein, d'un collectif, l'animation de ce collectif avant même, l'existence du lieu. Car la communauté, en fait, va permettre de faire vivre le lieu, de brasser, les populations, de commencer à piloter, hein, avec des indicateurs, le dispositif. C'est finalement, hein, la communauté, ça va être le ciment du triptyque, du tiers-lieu, ce qui va lier étroitement le lieu, ses habitants et les services qu'il propose et qui va même permettre d'aller au-delà, du lieu. C'est pourquoi je vous propose maintenant, d'aborder le modèle communautaire d'un tiers-lieu. Donc pour, voilà, construire ce modèle, communautaire, encore une fois, je suis reparti de plusieurs, lectures qui, abordaient le sujet, mais je n'avais pas encore trouvé de modélisation, voilà, qui me parlait. Donc, comment faut-il comprendre la modélisation là qui a été construite à droite? Tout d'abord, vous avez en son centre, hein, vous avez le triangle orange qui, symbolise les liens entre le lieu, ses habitants et les services, proposés par le lieu. C'est ce qui va cimenter tout cela, qu'on peut considérer du coup comme vraiment la communauté interne du tiers-lieu. Et avec une communauté interne forte, active, on va pouvoir ainsi s'atteler au développement endogène du tiers-lieu. Mais si cela est fondamental pour, bah, assurer le lancement du tiers-lieu, si cette communauté interne ne s'ouvre pas à l'externe, il sera difficile pour le tiers-lieu de s'assurer un futur durable. C'est pourquoi il est tout aussi, fondamental, hein, de travailler un dispositif communautaire
qui va ancrer le tiers-lieu, ses habitants, ses services sur son territoire d'abord et même au-delà. C'est ce que j'ai modélisé donc avec, d'abord le cercle violet qui illustre l'ancrage territorial du tiers-lieu et ensuite le cercle rose qui va lui inscrire le tiers-lieu dans une démarche thématique, sociétale, plus large, qui va aller, au-delà de la simple frontière géographique du territoire. Et donc, l'animation, hein, ou la participation active au sein de communautés territoriales et de communautés thématiques est donc indispensable aussi pour travailler le développement exogène du tiers-lieu. Donc, si on revient sur cette notion de communauté interne, hein, la partie orange, le fameux triangle orange, qu'est-ce qu'on entend derrière ces mots? Donc, vous avez la communauté initiale. C'est, le collectif qui va porter le projet, de tiers-lieu et en définir, l'orientation. Parce qu'un tiers-lieu, peut adopter de multiples formes et modalités d'organisation. Il est donc, nécessaire de bien prendre le temps de vérifier que l'ensemble de la communauté partage la même vision pour créer une cohérence et une complémentarité entre les habitants. Ensuite, ça va être pour mutualiser les ressources entre ces habitants. On va parler de compétences, de documents, de ressources financières, de relations. Les relations, hein, c'est très important d'être en capacité, en fait, de développer les mises en relation de confiance au sein des habitants, mais aussi entre les habitants et leurs différents réseaux pour développer l'entraide et identifier des solutions, des ressources, plus rapidement et plus simplement. Et enfin, pour encourager le mouvement, hein, pour encourager la mise en action des habitants et du tiers-lieu, ne pas rester enfermé sur une idée de départ, rester ouvert aux initiatives proposées grâce à ces mises en relation et à ces échanges. Maintenant, si on se focalise sur, la partie communauté externe, hein, pour travailler donc le développement exogène, les cercles violets et roses, eh bien là, il va vraiment s'agir d'ancrer le tiers-lieu et ses habitants dans une dynamique d'abord territoriale, en se basant sur son histoire, sa culture, les projets de développement en cours, tous les acteurs, les partenaires locaux, les pouvoirs publics, bien évidemment. On sait que voilà, les subventions publiques, c'est très important pour initier au départ le projet. Ensuite, ça va être de travailler, au développement d'un maillage avec, l'ensemble des acteurs du terri du de ce territoire. Donc ça va être d'abord les autres tiers-lieux, puisqu'on a vu qu'il y en a beaucoup, donc maintenant il y en a plusieurs par territoire, et tous les acteurs, hein, les entreprises, les associations, pour une approche en fait, la plus complémentaire et cohérente, possible. L'idée étant que, chaque acteur puisse en fait coopérer avec l'autre et éviter toute concurrence frontale trop brutale qui serait bénéfique en fait pour personne sur un même territoire. Donc voilà, ce travail de maillage interne et de coopération avec l'ensemble de ces acteurs est vraiment important. Et enfin, en travaillant donc, ce maillage territorial thématique, c'est d'aller chercher des solutions pour le tiers-lieu et ses habitants, au-delà du territoire, auprès d'acteurs qui partagent, les mêmes valeurs, la même vision, la même ambition. Donc travailler en fait, cette approche communauté, interne, externe, pour, voilà, être bien sur un développement global, endogène, exogène du tiers-lieu, c'est finalement, pouvoir créer en fait des nouvelles opportunités de développement, d'échange pour le tiers-lieu et ses habitants. Donc vous l'aurez compris, hein, faire communauté pour un tiers-lieu, ce n'est pas juste une animation d'un collectif d'habitants qui partagent des valeurs et un lieu. Cela va bien au-delà. C'est une condition sine qua non de sa pérennité. Ça demande donc du temps, de la méthode, des outils adaptés pour organiser, activer, animer et piloter cet écosystème communautaire qui a des échelles d'espace, de temps, de volumétrie de membres, de sujets aussi très variés. Voilà. Et donc là, vous allez me dire: OK, c'est bien beau tout ça, mais comment, maintenant, réussir à mettre en œuvre son projet, communautaire?» Donc, c'est comment faire communauté.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir, tout aborder sur ce, sujet aujourd'hui tellement il est, vaste et parfois complexe. Donc je vais juste vous présenter ici quelques outils méthodologiques, pour vous aider en fait, dans votre réflexion. Bien évidemment, si vous souhaitez poursuivre les échanges à l'issue de ce webinaire, bah, déjà, n'hésitez pas à poser des questions, mais ensuite je me tiens à votre disposition, pour en discuter, voilà, de façon plus précise. Alors, faire communauté, on l'a vu, s'inscrit dans la durée. Il est donc très important de pouvoir créer une récurrence dans les échanges, qu'il y ait de la vie au sein de cette communauté. Or, bah, on évolue dans un monde professionnel, hein, et les professionnels, que ce soit, le dirigeant, le directeur, le manager ou les opérationnels, peu importe leur titre, au final, tout le monde est aujourd'hui, très peu disponible. On a une feuille de route très chargée, on est très sollicité par, nos différents outils. Hem Et en plus, chaque professionnel, hein, quand il participe à une communauté, bah, ça l'implique fortement en tant que personne. Il faut donc qu'un dispositif communautaire puisse réunir les bonnes personnes au bon endroit, que les membres puissent créer et accéder à des contenus de qualité et qu'ils puissent enfin entrer facilement en relation les uns avec les autres, mais aussi avec le réseau de chaque personne. Car c'est bien beau d'avoir des personnes et du contenu de qualité, mais si la mise en relation est complexe, n'est pas facilitée, eh bien, on reste dans un schéma très descendant et peu coopératif. Voilà. Donc, comment s'y prendre? Ça, c'est la facteur clé de succès, on va dire, du faire communauté maintenant. Donc, comment s'y prendre? Eh bien, dans le cadre de communautés pilotées par une organisation, donc ici un tiers-lieu, il faut, dès le départ, bien définir en fait quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre, hein, que le fixe, grâce, aux faire communauté. Et donc pour cela, on s'appuie généralement sur le modèle Species, qui est un modèle que vous connaissez, peut-être, qui a été théorisé par un Américain qui s'appelle David Spinks. Donc un dispositif communautaire peut avoir, différents types d'objectifs. Donc comme vous pouvez le lire, hein, ça peut avoir un objectif de support. Donc là, on est sur développer, l'entraide autour, d'un produit, d'une machine, de services, sur le développement de produits, ou de services, sur l'acquisition. Donc là, on va être plutôt, sur du développement commercial ou du recrutement, sur de la contribution. Donc là, on va être sur, de la co-innovation, des projets de recherche, la co-rédaction d'un livre, par exemple, je pourrais en parler tout à l'heure. Sur l'engagement, donc là, typiquement pour un tiers-lieu, ça va être de développer l'engagement pour fidéliser ses habitants. Et enfin, le dernier objectif, c'est le succès. Donc là, c'est, très souvent, une notion de revenu, à la fois direct ou indirect, lié au faire communauté. Donc, à travers ce modèle, on voit bien que faire communauté est un outil au service de tous, donc du pilote de la communauté, mais aussi de ses membres, hein. Si on est uniquement atteint des objectifs pour le pilote de la communauté, ben, on va pas aller très loin, pour créer collectivement de la valeur, directe ou indirecte, c'est très important, en renforçant l'impact des plans d'action menés. Voilà, donc tout l'enjeu, une fois qu'on s'est dit ça, c'est, de savoir bien positionner en fait, le curseur de sa communauté sur cette grille pour pouvoir définir la bonne stratégie et le bon plan d'action. Et on ne peut pas en fait, sélectionner, tous les objectifs, même si, ils sont tous très intéressants et très pertinents. Il faut savoir se concentrer sur un ou 2 objectifs grand maximum. Parce qu'après, en fonction de ces objectifs, effectivement, on va travailler, les 5 piliers communautaires. Heu et on va pas travailler en fait, ces piliers-là de la même façon selon l'objectif qu'on s'est fixé. En effet, la stratégie, la structuration, communautaire qu'il faudra mettre en œuvre, sera très différente, hein, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, tout à l'heure. Le recrutement des membres et l'accueil, de ces membres dans le dispositif communautaire sera aussi très différent. Comment on va les animer, hein, sur les thématiques portées par la communauté, comment on va mettre en place des rituels, des événements, comment on va organiser le partage d'informations et cetera et cetera. Comment on va communiquer,
pour valoriser la communauté, valoriser ses membres, valoriser les actions menées par ses membres, mais aussi par la communauté. Voilà, communiquer sur l'impact de la communauté auprès de son territoire. Et enfin, comment on pilote, donc c'est-à-dire comment on va définir les KPI pour créer le tableau de bord communautaire pour mesurer à la fois la vitalité de cette communauté et la valeur qu'elle va produire pour le tiers-lieu. Et pouvoir ajuster le plan d'action communautaire fonction des résultats obtenus et mesurés. Donc, ces 5 piliers, on ne va pas les travailler de la même façon. La stratégie et son plan communautaire vont devoir être adaptés en fonction du contexte. Donc, ils sont définis à partir d'objectifs, mais ils sont aussi adaptés en fonction d'un contexte. C'est pour ça que je voulais absolument aussi vous présenter dans le cadre de ce webinaire le cycle de vie communautaire. Il est très bien expliqué d'ailleurs dans un livre que je vais vous présenter juste après. Mais en gros, une fois qu'on a développé, qu'on a bien défini ses objectifs, sa stratégie, etc., il faut avoir en tête que en se positionnant correctement sur ce cycle de vie communautaire, eh bien, sa stratégie et son plan d'animation ne seront pas les mêmes selon effectivement la maturité de votre communauté. Donc le cycle de vie communautaire est assez classique, avec une phase de naissance, de croissance, de maturité et ensuite de transformation. Et cette phase de transformation, c'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette phase-là, la communauté va voir ses objectifs, sa raison d'être évoluer. Donc soit l'aventure communautaire va se poursuivre, vous voyez la courbe qui repart, soit elle va tout simplement disparaître. Or, si elle disparaît, si on considère la communauté effectivement comme un ciment, un socle du tiers-lieu, ce socle, c'est là où il va se fissurer. Là, il y a grand enjeu du coup pour la pérennité même du tiers-lieu. Donc, comment faire pour que sa communauté reste active, qu'elle puisse produire de la valeur et qu'elle puisse aussi être en capacité de se transformer pour assurer le développement à long terme de la communauté et, a fortiori, du coup, du tiers-lieu. Et c'est là, en fait, qu'entre en jeu le fameux community builder ou animateur de communauté. Donc, le community builder, c'est lui qui va être aux manettes de la communauté. Ce n'est pas lui qui va être aux manettes du tiers-lieu. Il va être aux manettes de la communauté au service du tiers-lieu et de ses habitants. Sans cette personne, il sera difficile d'avoir une communauté active, vivante, qui va aider au développement du tiers-lieu. Le community builder, c'est aujourd'hui plus une mission. Généralement, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà une fonction dans l'organisation et on va lui attribuer cette mission. On s'aperçoit que c'est de plus en plus un métier. Donc voilà, la mission s'est transformée en une fiche de poste bien formalisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans animateur de communauté, sans community builder, ça sera très compliqué, voire impossible de réussir son projet communautaire. Quelles sont les 3 dimensions du community builder? Tout d'abord, il sera là au début, donc c'est lui l'architecte, le maçon, c'est lui qui va vraiment concevoir, façonner le dispositif communautaire. Donc c'est la personne avec qui vous allez définir les objectifs et la stratégie communautaire qu'on a vu tout à l'heure et qui va ensuite pouvoir mettre en œuvre le plan d'action communautaire, donc comment on va recruter les membres, comment on va animer ses membres, comment on va gérer le contenu, comment on va communiquer sur le dispositif. Et enfin, c'est lui qui va le piloter. C'est lui qui va checker les indicateurs de vitalité de la communauté et s'assurer que ces indicateurs contribuent en fait aux objectifs que s'est fixé la communauté et qui va pouvoir, grâce à l'analyse de son tableau de bord communautaire, ajuster son plan d'action. Donc, il est vraiment là pour tenir le cap et s'assurer que la communauté est un outil performant au service en fait du développement du tiers-lieu. Point très important, il ne faut donc surtout pas confondre community building et community management. Il s'agit de 2 métiers très différents. Alors,
il y a des passerelles entre les 2, bien évidemment. Je dirais même que, le community management est une des fonctions du community, builder. Donc, le community builder a vraiment une vision beaucoup plus large. Pourquoi? Bah, parce que dans le community management, on est dans une finalité, de communication uniquement. On s'adresse, à une audience, sur généralement, des canaux de communication, donc les fameux réseaux sociaux. C'est dans la très, très grande majorité des cas, 100 digital, alors que pour le community builder, donc l'animateur de communauté, heu, il s'agit avant tout non pas de communiquer, mais de travailler le développement des interactions, des mises en relation entre les membres d'un collectif, d'une communauté, et c'est 100 hybride. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, au sein d'un lieu, d'un tiers-lieu, au sein d'un territoire, et ce qui se passe aussi au niveau du digital, s'il y a un outil digital qui est, déployé pour, voilà, aider en fait à l'animation, de la communauté. Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est qu'il faut, bah, bien définir les objectifs que l'on se fixe, à travers la communauté. Donc il y a le modèle SPACES. Heu Ces objectifs, en fait, vont définir, bah, votre stratégie et votre plan d'action communautaire, qui ne seront pas les mêmes, qu'il faudra adapter en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle de vie communautaire. Et la personne au centre de tout cela, hein, qui va piloter, organiser, le tout, c'est donc le community, builder. Voilà. Donc maintenant, si, le sujet du faire communauté, vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, je voulais, vous présenter ces 2 livres. Donc le livre rouge, le guide pratique des communautés. Il a été écrit, bah, par un collectif, hein, à 70 personnes, d'experts et de spécialistes, de l'intelligence collective, de cette notion du faire communauté, qui se sont regroupés d'ailleurs à travers une association qui s'appelle la CACEO. Je vous recommande vraiment ce livre. Il est à la fois théorique et pratique. Il est très bien illustré par différents, cas d'usage, voilà, issus du monde professionnel. Il est très complet. C'est vraiment, voilà, le livre à avoir, sur votre bureau. Le mien, il est juste là à côté de mon ordinateur. Et enfin, vous avez le livre bleu, donc Le pouvoir des communautés, qui est plus récent, qui va venir, compléter, le livre rouge, parce qu'il ne présente, bah, il va présenter bien évidemment, il y a certaines redondances, mais il va apporter des choses nouvelles. Il va avoir un langage un peu plus start-up, et il va aborder des notions, nouvelles comme la responsabilité, territoriale des entreprises, par exemple. Voilà. Et nous, on l'aime bien, chez Voodoo, parce que, Voodoo est cité justement comme exemple, dans le livre bleu. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, bah, vous avez Voodoo. Donc, Voodoo, vous l'avez compris, on est spécialisé dans le développement et l'animation de communautés professionnelles, hein, à travers une offre globale, que je vous rassure, je ne vais pas vous présenter dans le détail aujourd'hui, ce n'était pas du tout, l'idée. Donc on propose, des prestations d'audit communautaire, de conseils en stratégie communautaire, de formation à l'animation, de communautés professionnelles et des solutions digitales. Et ce qu'on aime bien chez Voodoo, donc c'est co-construire en fait avec, nos clients leur parcours communautaire sur mesure, en piochant dans ces, différentes offres, justement, fonction de leurs objectifs et de leur maturité. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, donc on a été créé en 2019, on est basé à Mulhouse, pour information. Donc on accompagne quelques tiers-lieux déjà, donc à vocation économique, comme le KM0, à Mulhouse, le Maternlab, à Sochaux-Montbéliard, ou encore le tiers-lieu Vrai, qui est, intégré au sein du campus des métiers et des qualifications ITIP pour, industrie technologique innovante et performante de Bourgogne-Franche-Comté. Heu voilà, donc après vous avez ici, quelques logos de communautés qu'on peut, accompagner. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, bah, je vous invite à scanner ce QR code pour en savoir plus sur Voodoo, découvrir, notre offre en détail, ou tout simplement prendre rendez-vous avec moi. Comme vous pouvez le voir, j'en profite pour, vous, informer que, on offre 50 de remise à notre formation au community building. Donc on a 10 dates de planifiées dans l'année. Si cela vous intéresse, faites-moi signe. Je vous enverrai le programme, détaillé et le lien pour vous inscrire. Voilà, maintenant,
Place aux questions, aux remarques, à vos feedbacks. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce qui vous a moins plu aussi, pour faire mieux la prochaine fois. Vous pouvez rouvrir vos micros ou effectivement poser vos questions dans le chat. C'est toujours la première question la plus difficile. Oui, Antoine. Hello, et je vois qu'il y a Priscilla. Ah. J'avais des questions. Vous parliez de travailler avec des tiers-lieux et vous êtes situé à Mulhouse. Je suis un peu étonné de voir. Vous ne travaillez pas du tout avec Technichtube ou avec la petite Manchester. Non, non, non. Et alors moi, je suis récent, hein, j'ai déménagé il y a 3 ans, donc je ne connais pas encore tout l'écosystème local. Et la petite Manchester, non. Et l'autre, c'était comment vous avez dit? Technichtube. Non. Après, c'est plutôt des Fab Labs, mais ils ont peut-être pas besoin d'animer leur communauté. Enfin, ils ont peut-être déjà une belle communauté. Bon, après, un tiers-lieu, un Fab Lab est un tiers-lieu. Mais bon. Ouais. Alors, au sein du KM0, donc, et puis c'est vrai qu'il y a différents types de tiers-lieux, hein. Nous, on a plus vocation effectivement à accompagner des tiers-lieux économiques. Il y a donc au sein du KM0, dans lequel on a nos bureaux et qu'on accompagne, il y a un Fab Lab, la Bidouille. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Antoine? Yes, on connaît, qui est aussi situé à Mulhouse. Voilà, voilà. Donc Yes. eux, et on les. Avec Tom Guenot. Et voilà. Donc, Yes. alors moi, je ne les connais pas personnellement, mais ils sont effectivement au sein du même bâtiment, du même tiers-lieu, le KM0. Yes. Après, j'avais d'autres questions plus techniques. Oui, question Euh, piège. Bon, la première, c'est est-ce qu'il y a des volontés à un moment donné de retourner vers de l'open source? Ouais, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que n'importe quel logiciel, après, il est mis en open source et il y a quand même du développement. Je reprends le cas de Slid, qui travaille sur la plateforme Fab Manager, qui est plutôt un outil de gestion de Fab Lab et Espace du Fer, ou comme Docos pour les tiers-lieux. Bah, le fait est qu'après, il y a rappelé la personne qui a développé l'outil pour l'installer, etc. Mais donc, ça permet d'être sur un autre segment de valeur. Première question. La deuxième, c'est comment ils s'interconnectent justement avec d'autres outils, type Fab Manager, Docos, qui vont être plutôt sur l'outil de gestion. Par exemple, là, j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait réserver des machines, réserver des salles à l'intérieur. Et donc, il faut que pour nous, les outils puissent être mis. Ou après, est-ce qu'il y a la possibilité de le mettre plutôt en ERP ou en CRM avec quelque chose, enfin une API qui va connecter tout ça ou pas? Donc, Ouais. voilà mes deux questions. Alors, donc là, on est sur la plateforme communautaire Voodoo, du coup. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a parfois cette volonté de travailler uniquement en open source. Donc, nous, on n'est pas open source et on n'ira pas sur ce modèle-là au niveau de la plateforme Voodoo et de l'application mobile Lou. Ça, voilà, je pense que c'est quasiment une certitude par rapport à cela. Après, la plateforme Voodoo donc, dispose d'une API, effectivement, pour pouvoir s'interfacer avec d'autres outils. Donc, typiquement, après, c'est qu'une question de développer le connecteur pour faciliter l'échange de données. Je sais que les agences de développement économique et d'attractivité avec qui on travaille aiment bien interfacer la plateforme Voodoo avec leur CRM parce que ça permet en fait de mutualiser les contacts, hein, de faciliter effectivement l'onboarding des membres déjà présents au sein de la plateforme communautaire Voodoo. Et à l'inverse, la plateforme communautaire Voodoo a une fonctionnalité qui s'appelle appel à projet. C'est finalement des opportunités d'accompagnement, hein, de mise en relation. Et donc, ça crée des opportunités dans le CRM de nos clients. Et ensuite, pour faciliter les passerelles entre les différents outils, eh bien, il y a la possibilité de mettre en place un SSO. Donc là, c'est effectivement partager le même login et mot de passe entre les différentes applications. Voilà. Mais il faut quand même switcher d'application en application. Après, je dirais que si on a une page, on va dire une home page d'un intranet qui redirige vers les différentes applications, il suffit juste de mettre un bouton et on bascule d'une interface à l'autre sans forcément qu'il y ait de rupture de parcours pour la personne. Est-ce que j'ai répondu aux questions?
Hem, est-ce qu'il y a oui, Pauline? Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais une petite question un petit peu plus, on va dire dans la pratique, pour vous présenter un peu, le tiers-lieu dans lequel je travaille. En fait, moi, je suis gestionnaire d'un tiers-lieu slash coworking slash événementiel slash beaucoup de choses, comme, beaucoup de tiers-lieux, je pense. Et en fait, pour l'historique donc de ce lieu, en fait, c'est un projet qui a été, imaginé par l'agglomération, qui est géré par une entreprise privée et le coworking, l'événementiel, et cetera, ça rassemble beaucoup de professionnels, mais à des profils très variés. Mmh. Donc ça peut aller du demandeur d'emploi à l'entrepreneur, aux salariés classiques, aux profils publics. Et moi, aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, c'est d'arriver à créer des synergies et des relations et des moments d'animation un peu plus conviviaux entre tous ces professionnels parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Du coup, ma question, c'est à vous, Vincent, et peut-être aussi aux autres participants par des retours d'expérience. Est-ce que vous auriez des outils ou des conseils qui pourraient favoriser les échanges, sachant que la particularité, nous, de notre tiers-lieu, c'est qu'on est dans un moment transitoire, qu'aujourd'hui, on occupe un lieu de 350 mètres carrés et dans un an, on déménage dans un lieu de 6000 mètres carrés. Donc, la gestion de communauté ne sera pas la même dans un an, clairement. Et du coup, moi, ma mission principale, c'est de créer une communauté maintenant qui nous suivra après. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir des retours d'expérience ou des outils de personnes qui ont rencontré cette difficulté ou non d'ailleurs par rapport à ma situation. Alors, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. Nous, ce qu'on recommande, c'est, de bien travailler sa proposition de valeur, donc sa raison d'être communautaire, ce qui doit être en fait, le point central où tout le monde va se reconnaître dedans. Si à un moment donné, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette raison d'être, effectivement, ça sera compliqué de les embarquer dans le projet. Hem Ça, c'est le premier point et ensuite, comme on est très attaché à un lieu, c'est de favoriser au maximum les rencontres en travaillant, l'espace. L'espace doit être, heu, imaginé pour faciliter ces rencontres, hein, avoir un vrai espace café, voilà, animer le lieu. Au KM0 par exemple, ils aiment bien mettre, des petits jeux qui changent régulièrement. Ça permet que, quand on passe, on croise quelqu'un, c'est: «Ah, tu as vu, il y a ce, voilà, ce nouveau jeu qui a été mis en place, on se fait une partie». Ça permet de se détendre, de mieux se connaître. C'est de créer les événements et différents types d'événements parce qu'en fait, tout le monde ne va pas forcément participer, aux mêmes événements, ne va pas se retrouver dans, le sujet adressé par l'événement. Donc, il faut varier les formats, varier, la récurrence de ces événements-là. Et ensuite, dans la mesure du possible, mais c'est pas obligatoire, hein, effectivement, avoir un outil de partage, d'échange qui va faciliter ces mises en relation. Donc, oui, un réseau social interne, on va échanger, mais, c'est pas ça qui va faciliter forcément les mises en relation. Donc là, un petit peu d'auto-promo entre guillemets pour Voodoo. La brique appel à projet, par exemple, permet en fait à tout un chacun, de façon anonyme ou pas, d'exprimer un besoin, une idée et le moteur Voodoo va ensuite partager ce besoin, cette idée-là, à, d'autres personnes au sein de la communauté et ensuite se crée en fait un groupe d'échange uniquement dédié sur le sujet. Heu, voilà et c'est pour ça qu'ensuite, il faut effectivement, pouvoir, animer, dans sa globalité tout cela, la partie, digitale si elle existe et la partie, heu, événement, rencontre entre les individus. Antoine? Ouais, c'était juste pour, compléter. Bon, déjà, je me suis pas présenté, donc c'est, Antoine, je suis maker à Toulouse, donc je fabrique des objets par moi-même avec les autres. Je suis situé dans un tiers-lieu qui s'appelle le Rose Lab et je suis, secrétaire général de l'association nationale des tiers-lieux. Donc sur la question des outils, en fait, elle est quand même primordiale. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dès qu'on ouvre, faire communauté, en fait, à l'intérieur du lieu, je pense que quand même
c'est un peu notre base et on sait à peu près faire, même si des fois c'est compliqué. Je vous rejoins sur la question de l'avoir la raison d'être, de poser les choses. Par exemple, nous, ce qu'on a vu, c'est dès qu'on a ouvert une zone de discussion en ligne, il y a quand même quelque chose qui s'évacue et les gens commencent à discuter. Nous, on a eu un avant et un après d'avoir un outil en ligne. D'où le principe aussi qui nous tient à cœur quand même de l'open source. Ça fait partie de nos valeurs et de notre raison d'être. Et c'est quand même partagé par de nombreux tiers-lieux. Donc, ça peut être qu'une invitation forte à le questionner avec vos développeurs et de choisir aussi un langage de code qui soit appropriable et pas faire les mêmes erreurs que d'autres, d'être parti sur Ruby. Mais bon, sur ces questions. Et donc, c'est pour ça qu'après, je retourne sur la question de Pauline, sur l'importance aussi d'avoir quelque chose qui puisse grandir et s'interconnecter, parce qu'on est multifonction. Et nous, par exemple, on a un Mattermost pour tout ce qui est la connexion des personnes. On a un FA Manager pour ce qui est la gestion du lieu. On a des outils de gestion à côté. On a un espace de stockage partagé. Et tout ça, en fait, ça fait 4 outils pour un même membre de la communauté. Donc déjà que nos activités, elles sont complexes. Et en fait, juste pour la phase d'intégration, là, on est à 30 minutes d'intégration par personne. Donc heureusement qu'on a des services civiques qui sont géniaux, qui font ce temps-là, parce qu'on ne pourrait pas s'accorder économiquement à le faire. Mais c'est un temps de passage énorme. Si il y a rien que déjà une inscription à un seul outil, c'est beaucoup plus évident. Et surtout, votre outil, il est quand même, il y a des belles promesses. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça reprend tous les codes de la startup tout en étant avec des valeurs des tiers-lieux. Et nous, on est déjà entre ces mondes-là. Et c'est ça qui va être intéressant à connecter, etc. Bon. Et donc vraiment sur cette côté aussi, j'aimerais bien voir comment ça s'interconnecte avec d'autres outils et comment ça peut appartenir à un écosystème un plus grand d'outils pour faciliter en fait la première approche en termes d'expérience utilisateur. Ok, bah, prenons rendez-vous. Super, merci à tous en tout cas pour vos retours. Merci Pauline pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Alors, je vous ai parlé de la KCO tout à l'heure, là, le collectif qui a rédigé le livre rouge. Ils organisent leur symposium fin mai à Grenoble. Et le thème, c'est le lien entre communauté et espace créatif, justement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site. Je crois qu'il y a toutes les informations. Sinon, je pourrais vous envoyer leur communiqué de presse qui présente en fait l'objectif de cet événement-là et tout le travail de recherche qu'ils vont mener par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, si il n'y a pas d'autres questions de remarques, je vous propose de nous arrêter là. Merci beaucoup pour avoir suivi ce webinaire, pour les questions, les remarques à la fin. C'est toujours intéressant. Je vous enverrai donc d'ici quelques jours le replay et je me tiens à votre disposition pour effectivement continuer les échanges. Antoine, je vous propose qu'on échange plus longuement, qu'on se trouve un moment dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Et Au peut-être revoir. à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.